Elle n'était qu'une infirmière de nuit dans un hôpital ordinaire, jusqu'au soir où un soldat d'élite l'a regardée traverser la salle et lui a adressé un salut militaire depuis son brancard. Les médecins se sont immobilisés, les internes ont retenu leur souffle. Et quand ses mains ont commencé à travailler, tout le monde a compris qu'elle ne portait pas seulement une blouse blanche. Ce qu'elle a fait ensuite ne s'apprend pas dans les facultés de médecine. Ça s'apprend sous les balles. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. On va découvrir ensemble ce qu'on a tenté d'étouffer. Abonnez-vous, mettez la cloche et précisez en commentaire d'où vous nous regardez. Elle arriva à 22h50 comme toujours, ni en avance ni en retard. Pas de bonjour lancé dans le couloir, pas de sourire distribué à la cantonade. Rachel Mercer franchit les portes automatiques du Clearwater Memorial avec la discrétion d'un courant d'air, glissa sa carte magnétique dans le lecteur et disparut dans les vestiaires avant que quiconque ait eu le temps de lever les yeux. C'était sa façon d'exister, en marge. Juste assez présente pour être utile, jamais assez visible pour qu'on se souvienne d'elle le lendemain. Elle enfila sa blouse Batrans Mossmans, ses boursales blanches, sans nom brodé, contrairement à l'usage, noua ses cheveux châtains en un chignon serré qui dégageait entièrement son visage, puis s'examina une seconde dans le miroir fendu au-dessus du lavabo. 38 ans. Des yeux gris que certains auraient rendu beaux, si quelqu'un avait jamais pris la peine de les regarder. Une mâchoire un peu trop carrée pour les canons habituels, une cicatrice fine le long de la clavicule gauche, invisible sous le tissu. Elle détourna les yeux sans s'attarder. Se regarder durait toujours un instant de trop. Son appartement, à 3 rues de l'hôpital, aurait pu appartenir à n'importe qui, ou plutôt à personne. 2 pièces au rez-de-chaussée d'un immeuble sans charme, avec une fenêtre donnant sur un mur de briques. Un lit, une table, 2 chaises dépareillées. Pas de cadre au mur, pas de plantes sur le rebord, pas de ces petits objets inutiles et précieux par lesquels les gens racontent leur vie sans le savoir. Seulement des livres empilés par terre, des manuels de médecine, quelques romans usés jusqu'à la corde, et sur le plan de travail de la cuisine, une cafetière en inox dont elle ne se séparait jamais. Le matin, elle buvait son café debout, face au mur, dans le silence absolu qu'elle avait appris à habiter comme une seconde peau. Elle dormait peu. 3 heures, parfois 4, jamais davantage. Pas à cause du bruit ou de l'inconfort. L'insomnie de Rachel était d'une autre nature, plus ancienne, plus têtue. Elle surgissait à l'endroit précis entre la veille et le sommeil, là où la garde baissait, et elle apportait avec elle des images que Rachel avait passé 7 ans à enterrer. Alors elle se levait, faisait les 100 pas jusqu'à ce que l'aube blanchisse le rideau, et repartait travailler. Ce soir-là, en enfilant ses gants, elle sentit vibrer son téléphone dans la poche de sa veste, resté sur le banc. Elle n'avait pas besoin de regarder l'écran. Le numéro commençait par l'indicatif de Portland. Elle le savait par cœur malgré elle, comme on connaît par cœur les choses qu'on cherche à oublier. Claire, sa sœur aînée, 3e appel cette semaine. Elle laissa vibrer. Le silence revint, plat et familier. Ce n'était pas de l'indifférence Du moins, Rachel se refusait à nommer ça ainsi. C'était quelque chose de plus compliqué, de plus douloureux, quelque chose qui ressemblait à de la honte mêlée d'épuisement. Claire avait grandi avec une certaine Rachel, une Rachel d'avant, et ne comprenait pas, ne pouvait pas comprendre pourquoi cette Rachel-là n'existait plus. Les 2 sœurs n'avaient pas échangé plus de 20 phrases depuis la cérémonie d'Arlington, 7 ans auparavant, depuis Derek, depuis tout. Elle rangea le téléphone sans déverrouiller l'écran. Dans le service, la nuit commençait avec cette fausse quiétude particulière aux urgences avant minuit, quand les cas légers s'épuisent et que les cas graves n'ont pas encore commencé à affluer. 2 infirmiers se relayaient à l'accueil, une aide-soignante poussait un chariot avec les soins du soir, et le docteur Pellerin, un interne fatigué dont les cernes bleutées trahissaient qu'Henriette sa 3e garde consécutive, remplissait des formulaires avec la résignation d'un forçat. Personne ne salua Rachel quand elle prit son poste, pas par hostilité, simplement parce que son entrée ne produisait aucun appel d'air, aucun de ces petits remous sociaux qui signalent une présence. Elle était là, elle travaillait, elle était compétente, c'était suffisant, et c'était voulu. « T'as mangé ce soir ?» La voix venait de la gauche. Lena Vasquez, aide-soignante depuis 12 ans à Clearwater, petite femme brune aux mains rapides et au regard direct, s'était approchée sans bruit. Elle tendait un gobelet en plastique, café chaud, sucre, le genre de geste simple que certaines personnes font naturellement et que d'autres ne pensent jamais à faire. Rachel prit le gobelet. « Non, dit-elle. »« Ça se voit pas, mais ça se saura, » répondit Lena avec un sourire bref. « Il y a des sandwichs dans le frigo du fond, ceux que personne ne prend parce qu'ils sont au thon. »« Je n'aime pas le thon. »« Moi non plus. Mais à minuit passé, on devient moins difficile. » C'était la nature de leur relation.
Ces petites phrases échangées à voix basse, sans effusion ni intimité forcée, avec juste assez de chaleur humaine pour que Rachel ne se sente pas tout à fait seule. Léna n'avait jamais posé de questions sur son passé. Elle n'avait jamais tenté de percer ce silence que Rachel portait comme une armure. Elle était simplement là, régulière et discrète, et c'était, dans la vie de Rachel, une rareté qui tenait du luxe. Vers 23h40, quelque chose changea dans l'air. Ce n'était pas encore une sirène, pas encore une alarme, juste une imperceptible modification du rythme collectif, cette tension diffuse qui précède les catastrophes comme une odeur d'ozone précède l'orage. 2 aides-soignants se mirent à courir. Une voix grésilla dans le talkie-walkie du chef de salle. Puis une autre, puis le téléphone de l'accueil sonna 2 fois d'affilée, et le docteur Pellerin se redressa brusquement, ses formulaires oubliés. Rachel posa son gobelet. Elle n'entendit pas encore les sirènes, mais elle les sentait venir, quelque part dans sa poitrine, à cet endroit que les années de guerre avaient rendu extraordinairement sensible aux signes avant-coureurs du danger. Son corps savait avant son esprit. Il avait toujours su. Les premières ambulances franchirent le porche d'entrée à 23h52. Les portes s'ouvrirent à la volée, et le brancard entra comme une comète, vite, bruyant, entouré de 3 techniciens qui parlaient tous en même temps. Rachel se plaqua contre le mur, non par instinct de recul, mais pour mieux voir, habitude ancienne de ceux qui ont appris que l'information visuelle précède toujours le diagnostic. L'homme sur le brancard était beau grand. On le devinait malgré la position allongée, à la longueur des jambes qui dépassaient légèrement du matelas. La quarantaine solide, mâchoire contractée, tempe grise aux commissures. Il ne criait pas. Cela frappa Rachel immédiatement, avec ce qu'elle distinguait, de son bras gauche n'importe quel autre homme aurait hurlé. Lui regardait le plafond, les dents serrées, les yeux d'un bleu dur et fixe comme quelqu'un qui a décidé une fois pour toutes que la douleur était une information parmi d'autres à traiter sans s'y soumettre. Le bras gauche était enveloppé de compresses imbibées, mais l'odeur trahissait ce que le bandage cachait, cette odeur âcre, sucrée et profonde que Rachel reconnut avant même que le technicien ait prononcé le mot. Nécrose. Le tissu mourait depuis plusieurs heures, peut-être davantage. La fenêtre chirurgicale se refermait. « Bail 7 », annonça le chef de salle. « On prévient Holt ». Le nom traversa le couloir comme une pierre lancée dans une mare calme. Plusieurs soignants échangèrent un regard. Le docteur Daniel Holt n'était pas le genre de médecin qu'on appelait en souriant. Il arriva 4 minutes plus tard, et ces 4 minutes suffirent à comprendre l'homme. Pas de course, pas de précipitation visible, une marche longue et assurée, le genre de démarche qui fait naturellement le vide devant elle. 50 ans, cheveux poivre et sel coupés courts, blouse impeccable à 7 heures de nuit comme si l'usure ne l'atteignait pas. Il prit le dossier que lui tendait l'interne sans le regarder. L'interne, et parcourut les données en silence avec cette concentration froide des gens qui ne doutent jamais d'eux-mêmes, ou qui ont appris à n'en rien montrer. « Ischémie avancée, dit-il enfin, plus pour lui-même que pour l'assistance. Amputation transhumérale, on prépare le bloc pour minuit 30. Sa voix était posée, définitive, avec la qualité particulière des sentences rendues sans appel. Quelques infirmiers acquiescèrent déjà, le mouvement collectif se mettant en branle autour de lui comme une chorégraphie rodée. C'est alors que Léna s'approcha de Rachel. Holt veut que quelqu'un porte le kit d'injection en B7, morphine, anticoagulant, le plateau standard. Il regardait par ici quand il a dit ça. Le sous-entendu était clair, la nouvelle, la discrète, celle qu'on envoie faire les courses pendant que les vrais médecins travaillent. Rachel prit le plateau sans commenter. Elle poussa le rideau de la baie 7 d'une main, le plateau équilibré dans l'autre, les yeux déjà sur la perf à vérifier. L'homme sur le brancard tourna la tête. Et quelque chose se passa, quelque chose d'imperceptible pour quiconque n'aurait pas été attentif, mais Rachel le vit. Une fraction de seconde de reconnaissance absolue, brève et foudroyante comme un éclair, avant que le visage de l'homme ne se transforme entièrement. Les muscles de sa mâchoire se relâchèrent. Ses épaules, tendues depuis son arrivée avec la rigidité du combat, descendirent d'un centimètre. Il leva son bras droit. Pas haut, il n'en avait pas la force. Mais le geste était sans ambiguïté. Un salut militaire, exécuté avec une précision réflexe, le coude à angle droit, les doigts sont joints. Dans une salle d'urgence, à minuit, allongé sur un brancard, avec un bras en train de mourir. Le silence fut immédiat et total. L'interne ouvrit la bouche. Léna, entrée derrière Rachel, s'immobilisa. « Fantôme » dit l'homme. Sa voix était rauque, épuisée, mais le mot sortit net, chargé d'une certitude absolue. « Je savais que tu étais quelque part. Je le savais. »
Puis, et la douleur perça enfin dans sa voix, comme une lame entre deux côtes. « Sauve mon bras, toi. Pas eux, toi. » Rachel posa le plateau sur la tablette avec un calme qu'elle puisa dans un endroit très profond d'elle-même. « Je pense que vous faites erreur, dit-elle. Je suis infirmière de nuit, je ne connais pas ce nom. » Son regard ne vacilla pas. Sa voix ne trembla pas. Mais dans sa poitrine, derrière les côtes, quelque chose qu'elle croyait mort depuis 7 ans venait de battre une fois, sourdement, comme un poing frappé contre une porte murée. Elle aurait dû partir, poser le plateau, noter l'heure sur le dossier, sortir. C'était la chose raisonnable, la chose sûre, la seule chose cohérente avec les 7 années qu'elle avait consacrées à construire cette vie étroite et protégée. Ses mains se mirent à travailler. Ce ne fut pas une décision consciente, plutôt une capitulation du corps devant une évidence que l'esprit refusait encore. Ses doigts effleurèrent là les compresses, dénouèrent le bandage avec une économie de gestes qui n'appartenait pas aux gestes infirmiers ordinaires, et Rachel se retrouva à examiner le bras d'Harrington avec une concentration qui effaça d'un coup le couloir, le plateau, le nom qu'il avait prononcé. Ce qu'elle vit la fit froncer les sourcils. La nécrose était le réel indiscutable, la peau sombre par endroits, les bords du tissu atteints. Mais le schéma ne correspondait pas à ce que Holt avait diagnostiqué. Ce n'était pas une ischémie diffuse, progressive. C'était une compression localisée, profonde, vraisemblablement, un syndrome des loges aggravé par le transport. La circulation n'était pas perdue, elle était emprisonnée. Nuance décisive, nuance que l'amputation efface sans retour. « Qu'est-ce que vous faites ?» Holt était entré sans bruit, ce qui constituait en soi une performance pour un homme de sa stature. Il se tenait à 2 mètres, les bras croisés, avec cette façon particulière d'occuper l'espace qui signifiait que la question n'en était pas vraiment une. Rachel ne leva pas les yeux. « J'examine le bras. On vous a demandé de poser un plateau. C'est fait. » Un silence court, dense de ceux qui précèdent dans les orages ou les décisions. « Le diagnostic est établi, dit Holt. Le bloc est prêt. Je vous suggère de vous écarter. » Cette fois, Rachel se redressa et le regarda. Holt soutint son regard avec l'aisance d'un homme qui n'a pas été contredit depuis longtemps. « Ce n'est pas une ischémie généralisée, dit-elle. La perte tissulaire et distale est concentrée sur le compartiment antérieur. Le pouls radial est absent, mais le cubital donne encore un signal, faible à la palpation profonde. Ce bras n'est pas mort. Il est comprimé. Un battement. « Vous êtes infirmière de nuit, dit Holt. Le ton était celui qu'on emploie pour rappeler à un enfant les limites de son monde. Oui, répondit Rachel. Fontechona. Alors vous comprendrez que ce type d'évaluation dépasse légèrement votre périmètre de compétence. L'interne, dans le coin, regardait ses chaussures. Lena, restée près du rideau, avait cessé de respirer. Ce fut Harrington qui parla. « C'est mon bras. » Les 2 mots tombèrent dans la salle avec un calme absolu, celui de quelqu'un qui a l'habitude que ses ordres ne soient pas discutés. Il avait tourné la tête vers Holt, et son regard bleu, épuisé mais intact, ne sciait pas. « C'est mon bras, répéta-t-il. Et c'est elle que je veux. Si vous m'amputez sans qu'elle ait essayé, je vous traîne devant chaque tribunal militaire que je connais, et j'en connais plusieurs. Vous avez ma parole. » Holt ouvrit légèrement la bouche, fait suffisamment rare pour que l'interne relève les yeux. Rachel ne laissa pas le silence s'installer. « Donnez-moi un bistouri de décompression, un 14 gauge et de la lidocaïne, et de la lumière, plus de lumière sur le compartiment. » Ce qui suivit dura 11 minutes. Elle travailla sans parler, sans hésiter, avec cette économie de gestes qui naît non pas de la formation académique, mais de l'expérience des conditions impossibles, quand le matériel manque, quand il fait chaud, quand les tirs ne s'arrêtent pas, et que les mains doivent trouver seules le bon chemin dans la chair. La fasciotomie de décompression qu'elle pratiqua n'était décrite dans aucun manuel hospitalier civil. Elle appartenait à un protocole développé par les unités médicales d'élite après Falloujah, après Mossoul, après toutes ces villes où les médecins avaient appris à faire avec rien ce que les blocs opératoires font avec tout. Quand la pression se relâcha, le sang revint. Pas d'un coup, progressivement, comme une marée, la couleur remontant du poignet vers l'avant-bras, centimètre par centimètre, visible à l'œil nu. Harrington laissa échapper un son qui n'était pas tout à fait un cri, quelque chose de plus profond, de plus animal, la douleur du retour à la vie, plus violente parfois que celle de la mort lente. « Pouls radial » dit Rachel simplement. L'interne qui avait posé ses doigts sur le poignet d'Harrington acquiesça avec une expression où se mêlaient la stupéfaction et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Holt n'avait pas bougé de tout.
Il regardait le bras, puis Rachel, puis le bras. Il n'y avait dans son visage ni colère ni rancœur visible, seulement cette expression particulière des intelligences supérieures confrontées à ce qu'elles n'avaient mais pas prévu et qui cherchent encore la faille par laquelle réintégrer leur certitude. Il n'en trouva pas. Il ramassa ses gants, pivota et sortit de la baie sans un mot. Rachel appuya ses 2 mains sur le bord du brancard. Le métal était froid sous ses paumes. Elle sentait le tremblement venir de loin, des muscles profonds, comme le contre-coup d'un effort qu'elle n'avait plus fait depuis des années. Dans sa tête, superposée à la salle blanche et propre du Clearwater Memorial, d'autres images se formaient déjà. La poussière ocre, la lumière rasante, le bruit, elle les repoussa. Mais cette fois, elles refusèrent de partir tout à fait. Elle trouva refuge dans le couloir du fond, celui que personne n'empruntait, passé minuit, une impasse administrative bordée de portes fermées et d'un distributeur de boissons dont le néon clignotait avec la régularité métronomique d'un poulant trop faible. Elle s'y adossa, ferma les yeux, laissa le froid du mur traverser sa blouse. Les mains avaient cessé de trembler. C'était déjà quelque chose. Elle entendit les pas avant de les reconnaître, un rythme légèrement irrégulier, le poids porté sur la jambe droite pour ménager quelque chose. Elle ouvrit les yeux. Harrington avançait dans le couloir, avec une perf encore plantée dans le bras droit, la blouse d'hôpital ridicule sur sa carcasse de soldat, les pieds nus sur le linoléum. Il avait dû attendre que l'interne ait le dos tourné. « Vous ne devriez pas être debout, dit Rachel. « Non, admit-il. » Il s'arrêta à 2 mètres, s'appuya d'une épaule contre le mur en face d'elle. « Mais j'avais quelque chose à vous dire avant que vous disparaissiez, parce que vous alliez disparaître. » Ce n'était pas une question. Rachel ne répondit pas. « Derek Souza, dit-il. » Le prénom fit l'effet d'une lame, propre, précise, insupportable. Rachel sentit ses épaules se raidir de cette façon, réflexe contre laquelle elle n'avait jamais trouvé de parade. « Je sais ce que vous croyez, continua Harrington. Je sais ce que vous portez depuis Fallujah. J'ai mis 7 ans à vous retrouver parce que vous avez très bien effacé vos traces. Mais avant de m'endormir sous anesthésie générale sur un brancard, il fallait que vous entendiez ce que je sais. Fallujah. Le mot ouvrit une brèche et les images s'y engouffrèrent sans permission. La chaleur d'abord, une chaleur sèche, blanche, qui transformait l'air en quelque chose de presque solide. Puis la poussière, cette poussière ocre et fine qui s'infiltrait partout, dans les yeux, dans les poumons, entre les doigts gantés. C'était le mois d'août, l'année où tout avait basculé, et l'équipe progressait le long d'une rue que les cartes appelaient encore par un nom, mais que les hommes avaient rebaptisé autrement, à voix basse, avec l'humour noir des gens qui savent qu'ils ont peur. Les tirs avaient commencé sans préambule, comme toujours. Pas de montée progressive, pas de signal, juste le silence, puis le chaos. Alors Rachel s'était retrouvée à plat ventre derrière un muret effondré, avec 2 blessés à atteindre de l'autre côté de la rue. Elle y était allée. C'était son travail. C'était ce qu'elle savait faire, et dans ces moments-là, le corps prend le relais de la pensée avec une efficacité froide que les gens qui n'ont pas connu la guerre imaginent mal. Elle avait traîné le premier homme par le col de sa veste sur 6 mètres de bitume, était retournée chercher le second, avait posé un garrot, avait crié des ordres dans la radio tout en maintenant une compression sur une blessure abdominale. Derek était à sa gauche. Son équipier depuis 18 mois, son ombre, l'homme qui riait trop fort et mangeait les rations des autres, et avait une photo de ses 2 filles collée à l'intérieur de son casque. Elle l'avait vu courir vers elle et elle avait pensé qu'il venait l'aider, qu'il avait vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu. Il l'avait percuté, projeté derrière le muret. Elle avait entendu le coup de feu une fraction de seconde après. « Ce que vous ne savez pas, dit Harrington, c'est qu'il avait vu le tireur. Sur le toit à l'angle, 200 mètres. Il avait le temps de vous prévenir. Il a choisi autrement. » Rachel ne bougeait plus. « Il ne vous a pas protégé parce que vous avez failli. Il vous a protégé parce qu'il avait décidé depuis longtemps que si ça devait arriver, ce serait lui. Il en avait parlé à Kowalski 3 semaines avant. Il disait que vous étiez le meilleur médecin de combat qu'il avait jamais vu et que le monde avait besoin que vous en sortiez vivante. » Le néon clignotait. Quelque part dans l'hôpital, une porte claqua. Rachel réalisa qu'elle s'était redressée contre le mur, comme si la gravité avait brièvement changé de sens. 7 ans. 7 ans apportaient la certitude qu'elle avait regardé ailleurs, qu'elle avait été trop lente, qu'elle avait survécu à la place de quelqu'un de meilleur qu'elle. Cette culpabilité était devenue l'architecture de sa vie. L'appartement vide, le téléphone sans réponse, la blouse sans nom. Tout reposait sur cette pierre-là. Et la pierre n'existait pas.
Vous méritez la paix, Rachel, dit Harrington doucement. C'est pour ça que j'ai cherché. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Pas fantôme, Rachel. Elle ouvrit la bouche, sans savoir ce qu'elle allait dire. Peut-être rien, peut-être quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Le bip retentit, aigu, répété, insistant, la tonalité spécifique du code bleu, reconnaissable entre toutes. Les haut-parleurs du couloir grésillèrent, et la voix du système automatique annonça, avec son calme de synthèse, « Code bleu, chambre 17, code bleu, chambre 17, la chambre 17. » Rachel regarda Harrington. Harrington baissa les yeux vers son bracelet patient. Chambre 17. Elle courut. Pas le trop contrôlé qu'on enseigne dans les couloirs d'hôpital pour ne pas affoler les familles. Une course franche, les semelles claquant sur le linoléum, le corps incliné en avant avec cette urgence animale qui efface tout le reste. Derrière elle, elle entendit Harrington tenter de la suivre et crier son nom, puis la voix de Lena lui ordonnant de se rasseoir. « Bon sang, capitaine, rasseyez-vous. » La chambre 17 était à l'autre bout de l'aile de réveil. Rachel franchit les doubles portes d'une poussée, faillit percuter un chariot, se rétablit sans ralentir. Elle entendit le moniteur avant de voir la salle. Cette tonalité continue, plate, sans variation, le son le plus silencieux et le plus assourdissant qui existe dans un hôpital. 2 internes s'affairaient déjà autour du lit, un troisième préparait la seringue d'adrénaline avec des mains qui manquaient de précision. Les compressions thoraciques étaient des correctes en rythme mais trop superficielles. Le sternum ne descendait pas assez, le cœur ne se vidait pas. Rachel avait vu cette erreur 100 fois, commise par des gens bien formés que la panique transformait en automates. « Écartez-vous !» Sa voix n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Il y avait dans son ton quelque chose qui n'appartenait pas à cet hôpital, quelque chose de plus vieux et de plus absolu, et les 2 internes s'écartèrent avant même d'avoir décidé de le faire. Elle prit le relais des compressions, creusa ses paumes, imprima au sternum la profondeur nécessaire. 5 cm, régulier, sans fléchir. 30 secondes. Elle compta en silence, évalua, observa le tracé sur le moniteur qui restait désespérément plat. Yasmokokan, chargez le défibrillateur à 200 joules. Le protocole prévoit 160 en première intention, dit l'interne à sa droite. 200, répéta Rachel sans lever les yeux. L'appareil chargea dans un sifflement ascendant. Ce qu'elle fit ensuite n'était pas dans les manuels. Elle décala la position de la palette sternale de 4 cm vers la gauche, repositionna l'électrode apicale plus bas et plus latérale que le standard, créant un vecteur de décharge qui contournait partiellement le tissu cicatriciel visible sur le thorax d'Harrington, une ancienne blessure, éclat ou balle, qu'elle avait identifié en 2 secondes à la vue de sa morphologie. Le tissu fibreux conduisait mal. Il fallait le contourner. Ce protocole avait été développé sur le terrain par des médecins de combat qui avaient encore rencontré exactement ce problème avec des soldats dont les thorax portaient l'histoire de plusieurs guerres. Tout le monde s'écarte. La décharge traversa la salle comme un souffle. Le corps d'Harrington se souleva, retomba. Le moniteur afficha une ligne. Plate encore, puis une ondulation, puis une autre, puis un complexe. Irrégulier, large, hésitant, mais réel. « Il revient », dit l'interne à voix basse, avec l'intonation de quelqu'un qui assiste à quelque chose qu'il ne sait pas encore nommer. Rachel garda les mains en position, les yeux sur le tracé, pendant les 30 secondes les plus longues de la nuit. Le rythme se consolida lentement, les complexes se resserrèrent, la fréquence monta jusqu'à 52 puis 60. Faible, fragile, mais régulier. Elle posa 2 doigts sur le poignet d'Harrington. Le pouls était là. Elle se redressa et réalisa seulement à ce moment que ses bras tremblaient depuis au moins 1 minute. Ce tremblement profond, presque invisible, que le corps produit quand il a puisé dans ses réserves les plus profondes. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, et se retrouva dos au mur carrelé de la chambre, les yeux sur le moniteur qui dessinait maintenant sa ligne verte avec une régularité rassurante. « Perfusion de lidocaïne », dit-elle à l'interne. « Surveillance continue. Il ne doit pas être seul. » Un silence. Elle leva les yeux. Holt se tenait, dans l'encadrement, de la porte. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Il devait être là depuis un moment, depuis assez longtemps pour avoir tout vu. Il ne portait plus sa blouse chirurgicale, il avait dû être rappelé de chez lui ou surpris en partance, et sans cette armure blanche, il paraissait simplement comme un homme de 50 ans, debout dans un couloir d'hôpital, à 2 heures du matin, avec une expression qu'elle ne lui avait pas encore vue. Pas de la colère, pas de l'orgueil blessé. Quelque chose de plus nu que ça.
Il traversa la chambre lentement, s'arrêta à côté d'elle, les yeux sur Harrington qui respirait maintenant avec la régularité précieuse des gens qui viennent de frôler l'irréparable. Quand il parla, ce fut à voix très basse, comme si les mots étaient destinés à elle seule, et peut-être même à personne. « Vous n'avez pas seulement sauvé mon patient ce soir, dit-il. Vous m'avez sauvé, moi. » Rachel ne répondit pas. Elle savait ce qu'il voulait dire. Si Harrington était mort cette nuit avec un diagnostic erroné dans son dossier et une amputation programmée au mauvais endroit, c'était Holt qui portait ça. Elle ne trouva rien à dire qui ne soit pas de trop. Elle sortit de la chambre sans bruit. Dans le couloir, 3 soignants la regardèrent en repasser. Puis 2 autres, à l'angle. Lena était là aussi, les bras croisés, et son visage ne portait pas de surprise. Juste cette expression grave et douce des gens qui avaient deviné avant tout le monde. Rachel comprit, à la façon dont les regards se posaient vent sur elle, qu'il n'y avait plus de retour possible. L'hôpital entier était éveillé dans la nuit. Et l'hôpital entier savait désormais une chose simple et irréversible. La femme que personne ne voyait n'était pas celle qu'elle prétendait être. Holt dormit 3 heures, ce qui pour lui constituait une nuit acceptable. Il se réveilla à 6h20 avec la clarté particulière des esprits qui continuent à travailler pendant le sommeil et livrent leurs conclusions au matin comme un rapport posé sur un bureau. Il pensa immédiatement à Rachel Mercer. Ce n'était pas tout à fait de la curiosité. La curiosité était une émotion trop légère pour ce qu'il ressentait. C'était quelque chose de plus proche de l'inconfort intellectuel, cette irritation sourde qu'éprouve un homme habitué à comprendre les situations quand une situation lui échappe. Il avait passé 20 ans à lire les gens avec la précision qu'il mettait à lire les scanners. Il n'avait pas lu Rachel Mercer. Pire, il avait mal lu. À 7 heures, il était dans son bureau avec le dossier d'embauche sur l'écran. Il le parcourut d'abord rapidement, comme il l'avait déjà fait à son arrivée au service 18 mois plus tôt, avec le regard distrait qu'on pose sur les dossiers ordinaires. Puis il recommença, lentement cette fois, avec la méthode qu'il réservait aux cas qui résistent au diagnostic évident. Les incohérences apparurent, l'une après l'autre, comme des fissures dans un mur qu'on croyait sain. Le diplôme d'état infirmier, obtenu à Portland, était réel et valide. Il vérifia en ligne, il était là. Mais la date d'obtention 2016 ouvrait une question simple. Rachel Mercer avait 38 ans. Où était-elle entre 20 et 31 ans ? Le cursus infirmier prenait 3 ans. Avant, il y avait un baccalauréat obtenu à 19 ans, puis un blanc. 11 ans de blanc, en réalité, avant que les études infirmières ne commencent. Le dossier ne mentionnait aucune activité pendant cette période. Pas de formation continue, pas d'emploi déclaré, pas de référence professionnelle antérieure à 2016. 11 ans. Les gens ne disparaissent pas 11 ans sans raison, ou plutôt ils disparaissent pour des raisons précises. L'armée, l'absence, la prison, une maladie longue, une vie construite sous un autre nom. Holt écarta mentalement 2 de ces hypothèses. Il en restait une. Il chercha Rachel Mercer dans les registres militaires accessibles au public. Rien. Ce qui ne signifiait rien. Certains dossiers étaient classifiés, certains non changés, certaines unités dont l'existence officielle restait délibérément floue. Il nota le mot « fantôme » sur un post-it, le regarda un moment, puis ouvrit un autre onglet. Dans la salle du personnel, 2 étages plus bas, Rachel buvait son café debout face à la fenêtre quand Lena entra avec l'expression de quelqu'un qui apporte des nouvelles qu'on n'a pas demandées. « Ça circule », dit Lena sans préambule. « Depuis 6 heures du matin. La petite blonde qui a sauvé le cil, c'était comme ça qu'ils disent. J'ai entendu ça au vestiaire, à la cafétéria, dans le couloir du bloc. Même Madame Ferrara, à l'administration, en parlait à son téléphone. » Rachel ne se retourna pas. « Et Pèlerin ?» demanda-t-elle. Lena hésita une fraction de seconde, suffisante. Pèlerin a appelé quelqu'un hier soir, je ne sais pas qui. Mais ce matin, il y avait un homme à l'accueil qui n'était ni un patient ni une famille. Il posait des questions à Marie-Hélène. Elle m'a dit qu'il avait sorti un carnet. Un carnet. Rachel ferma les yeux brièvement. Elle lui a dit quelque chose ? Marie-Hélène parle à tout le monde, tu le sais. Elle lui a dit ton prénom et le service. Il a noté et il est reparti en disant qu'il reviendrait. Le café était au froid. Rachel posa le gobelet sur le rebord de la fenêtre et regarda la rue en bas. Les voitures du matin, les gens pressés, ce flux ordinaire et anonyme dans lequel elle avait appris à se fondre comme une goutte dans l'eau. Elle calcula mentalement. 2 heures, peut-être 3, avant que le journaliste ait assez pour publier quelque chose. Un jour, peut-être 2, avant que ça remonte vers des gens qui avaient des raisons de chercher. Elle connaissait ce moment. Elle l'avait déjà vécu,
Pas ici, ailleurs, dans une autre ville, une autre vie, juste après Arlington, quand les condoléances militaires avaient failli la retrouver. Elle savait ce qu'il fallait te faire. Prendre le sac qu'elle gardait, toujours à moitié près sous le lit, une habitude qu'elle n'avait jamais réussi à perdre. 2 jours de vêtements, les papiers dans la pochette intérieure, l'argent liquide dans l'enveloppe Kraft. Une nouvelle ville, un nouveau service, un nouveau dossier, aussi modeste et propre que celui-ci. Elle avait déjà recommencé une fois. Elle pouvait recommencer encore. Léna s'était approchée sans bruit, comme souvent, et se tenait à côté d'elle devant la fenêtre. Elle ne disait rien. C'était ce que Rachel appréciait chez elle, cette capacité à habiter le silence sans le remplir de mots inutiles. « Tu penses à partir » dit Léna. Ce n'était pas une question. Rachel ne répondit pas, ce qui était une réponse. « Il est vivant » dit Léna doucement. « Les 2 fois, à cause de toi. » « Ce n'est pas suffisant pour rester. »« Non, » admit Léna. « Mais peut-être que c'est suffisant pour réfléchir avant de courir. » En bas dans la rue, un homme s'arrêta devant l'entrée de l'hôpital, leva les yeux vers la façade, sortit un téléphone. Rachel ne pouvait pas voir son visage à cette distance, mais elle vit le geste, ce geste précis de quelqu'un qui prend une photo d'un bâtiment parce qu'il écrit un article et qu'il lui faut une illustration. Elle s'écarta de la fenêtre. Elle n'essaya pas de dormir. Elle s'allongea sur le lit tout habillée, les yeux au plafond, et laissa venir ce qu'elle avait toujours repoussé. Cette nuit-là, complète, dans tous ses détails, que la mémoire conservait avec la cruauté particulière des choses qu'on aurait voulu oublier. Fallujah, août. L'air avait cette qualité irréelle des chaleurs extrêmes, une densité presque liquide qui transformait les silhouettes en mirages dès 30 mètres. L'équipe avait quitté la base à 4 heures du matin pour profiter de la fraîcheur relative, ce qui signifiait 38 degrés au lieu de 46. 8 hommes, une femme. Rachel marchait en 3e position, le sac médical sur le dos, 19 kilos de matériel qu'elle portait depuis 3 ans sans jamais y penser, comme une extension d'elle-même. À cette époque, dans cette unité, elle n'était pas infirmière. Le mot était trop petit, mal ajusté, comme une veste d'enfant sur des épaules d'adulte. Son grade officiel était technicien médical de combat, spécialisation chirurgie d'urgence de terrain, avec 2 certifications classifiées que seules 4 personnes dans l'armée américaine détenèrent alors. Les hommes l'appelaient « Doc », comme ils appelaient Anzekle tous les médecins, mais avec une nuance dans la voix, quelque chose entre le respect et cette confiance absolue qu'on accorde qu'aux gens dont on a vu les mains travailler sous le feu. Phantom était venue plus tard, après Mossoul, après la nuit où elle avait opéré un pneumothorax ouvert dans l'obscurité totale avec une lampe frontale cassée et les instruments tenus à la flamme d'un briquet. Elle n'avait pas choisi ce nom. Il s'était simplement imposé, comme les surnoms qui naissent lors de faits et non d'intention, parce qu'elle apparaissait là où personne ne l'attendait, faisait ce que personne ne croyait possible, et disparaissait dans le chaos sans chercher la reconnaissance. Derek Souza était entré dans sa vie à Ramadi, 18 mois avant Fallujah. Grand, brun, avec ce sourire trop large qui semblait légèrement inadapté à l'endroit où il l'arborait. Il riait de tout, des rations, de la chaleur, des ordres absurdes, de lui-même en premier. Mais Rachel avait appris assez vite que ce rire était une architecture soigneusement construite, la façon qu'il avait trouvée de ne pas laisser entrer la peur. Sous le rire, Derek était l'homme le plus attentif qu'elle ait jamais connu. Il remarquait tout. Il remarquait quand elle ne mangeait pas, quand elle dormait moins que d'habitude, quand quelque chose dans une situation ne lui semblait pas juste. Il avait 2 filles, 7 et 9 ans. La photo dans le casque, il la changeait tous les 3 mois au gré des nouvelles images que sa femme lui envoyait par mail. Ce matin d'août, il marchait à sa gauche. Ils avaient parlé de Portland, de la pluie, de ce qu'elle ferait après, une conversation légère, banale, le genre qu'on a quand on marche longtemps et que le silence commence à peser. Derek avait dit qu'il voulait ouvrir une épicerie fine à San Diego. Il avait ri en disant ça. Rachel avait ri aussi. Les tirs avaient recommencé au coin de la rue, que les cartes nommaient encore un Alaskari. Le monde s'était fragmenté en séquences distinctes, comme toujours dans ces moments. Le cerveau découpe l'urgence en tranches gérables pour ne pas se noyer dans la totalité. Premier blessé à droite, Kowalski, épaule. Elle y allait. Deuxième blessé, Rodriguez plus loin. Elle y allait aussi en rampant, en tirant, en criant dans la radio. Elle avait les mains dans le sang de Rodriguez et le garrot à moitié posé quand elle avait entendu Derek courir vers elle. Elle avait levé les yeux. Elle avait vu son visage. Il ne courait pas vers elle pour l'aider. Son regard était fixé au-dessus d'elle, sur quelque chose qu'elle n'avait pas le temps de chercher, et dans ses yeux, il y avait cette expression qu'elle n'avait encore jamais vue sur lui. Pas de la peur, non, quelque chose de plus délibéré que la peur,
quelque chose qui ressemblait à une décision prise depuis longtemps et qui venait simplement d'être exécutée. Il la percuta de plein fouet, la projeta derrière le muret. Le coup de feu, le silence. Pas le silence absolu, les tirs continuaient, la radio crépitait, Kowalski criait. Mais dans sa tête, autour d'elle, un silence d'une qualité particulière, le silence des choses irréversibles. Elle rentra à Portland en novembre. Les cérémonies, les formulaires, les condoléances en uniforme repassé. Elle traversa tout ça, comme on traverse l'eau, avec la résistance de l'élément contre chaque mouvement. Puis, un matin de décembre, elle posa l'uniforme sur la chaise, prit les ciseaux sur la table de la cuisine et commença à découper. Les galons, les insignes, le nom brodé, tout ce qui permettait de la retrouver, de la désigner, de la rattacher à ce qu'elle avait été. Ce fut long et méthodique, comme une opération. Elle avait repris ses études au printemps suivant, sous son nom de naissance que personne dans le milieu militaire ne connaissait, avec un dossier vierge et la ferme intention de soigner des gens sans jamais plus avoir à décider qui méritait de survivre. Le téléphone sonna à 7h40. Elle regarda l'écran. Portland. Elle allait laisser vibrer, comme toujours, quand elle vit que ce n'était pas le numéro habituel de Claire. C'était un numéro fixe, le numéro de la maison d'enfance que sa sœur avait hérité, que personne n'utilisait plus. Elle décrocha. « Rachel !» La voix de Claire était tendue, rapide, avec en dessous quelque chose qui ressemblait à du soulagement et à de la colère mêlée. « Il y a ton prénom dans un article sur Internet. Une infirmière de Clearwater, il parle d'un soldat, d'une technique de combat. Rachel, qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Claire arriva le soir même, avec un sac de voyage trop petit pour un long séjour et une expression trop fermée pour une simple visite. Elle était descendue dans le seul hôtel correct de Clearwater, avait envoyé un message bref « Je suis là, café demain matin, 8h ». Et Rachel avait passé la nuit à se préparer à cette conversation comme on se prépare à une intervention chirurgicale qu'on sait nécessaire et douloureuse. Elles se retrouvèrent dans un café à 2 rues de l'hôpital, une de ces salles tièdes et impersonnelles où personne ne vous connaît, ce qui convenait à Rachel pour des raisons évidentes et à Claire pour des raisons qu'elle n'expliqua pas. Elles se regardèrent une seconde de trop avant de s'asseoir. Ce regard particulier des sœurs qui cherchent dans le visage de l'autre les traces du temps passé séparément. Claire avait vieilli. Pas mal, juste différemment. Quelques fils blancs, dans les cheveux châtains, des lignes autour des yeux qui n'existaient pas 7 ans plus tôt. Elle ressemblait davantage à leur mère, désormais, ce qui était peut-être pour ça que Rachel trouvait difficile de la regarder longtemps. « Tu aurais pu répondre au téléphone, dit Claire, n'importe quand, une fois en 7 ans. »« Je sais. Ce n'est pas une réponse. »« Non, dit Rachel, c'est un aveu. » Claire enroula ses mains autour de sa tasse. Le silence entre elles n'était pas vide. Il était chargé de tout ce qui n'avait pas été dit à Arlington, après la cérémonie, quand Rachel avait disparu avant la fin de la réception, sans embrasser personne, sans laisser d'adresse. Claire avait cherché. Pas tout de suite, d'abord elle était trop en colère, mais ensuite elle avait cherché, et Rachel le savait parce que les gens à qui elle avait demandé le lui avaient ambition. « Donc l'article parle de technique militaire, dit Claire, de quelqu'un qui connaît des choses qu'une infirmière ne devrait pas connaître. Les gens vont faire le lien. » Les gens l'ont déjà fait. Et tu allais faire quoi ? Partir encore ? Rachel ne répondit pas immédiatement. Par la vitre, la rue s'animait dans la lumière grise du matin. Des gens ordinaires avec des vies continues, sans rupture, sans sac à moitié prêt sous le lit. « Je ne sais pas encore, dit-elle enfin. C'était peut-être la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis longtemps. Dans le service de convalescence, 2 étages au-dessus de leur tête, sans qu'elle le sache, Harrington recevait une visite d'une autre nature. Le colonel Reeves était arrivé à 7h30 en civil, ce qui signifiait que sa présence n'était pas officielle. Mais dans l'armée, les visites non officielles des colonels sont souvent plus importantes que les officielles. Il s'était assis au chevet d'Harrington avec la posture détendue d'un homme qui a le temps, ce qui signifiait qu'il ne l'avait pas du tout. « Phantom », avait-il dit simplement. Harrington l'avait regardé sans surprise. « Le journaliste a publié ce matin. Ça a été repris par 3 sites régionaux avant midi. D'ici 48 heures, ça monte. » Elle ne voulait pas être retrouvée. « Je sais. » Reeves avait marqué une pause. Mais elle a sauvé un capitaine des SEAL d'une amputation et d'un arrêt cardiaque en une nuit avec des techniques que 3 personnes dans ce pays maîtrisent. Ce n'est pas le genre de choses qu'on peut laisser dormir. Elle a le droit de vivre comme elle l'entend. Absolument. Reeves s'était levé, avait reboutonné sa veste. On voudrait juste lui parler, lui proposer quelque chose. Elle peut refuser.
Dans son bureau du 4e étage, Holt avait passé la matinée à compléter ce que la nuit lui avait laissé en suspens. L'article du journaliste, maladroit, incomplet, truffé de formules sensationnalistes sur l'infirmière mystérieuse, lui avait quand même fourni un détail qu'il n'avait pas, le surnom, fantôme. Avec ce mot et les bonnes bases Bottelam de données pythagoreannes et militaires accessibles aux civils, il avait remonté un fil ténu mais continu jusqu'à une unité médicale de combat déployée en Irak entre 2005 et 2012, dont un membre figurait sous un nom de code dans 3 rapports d'action déclassifiés pour des interventions chirurgicales de terrain exceptionnelles. Il convoqua Rachel à 14 heures. Elle entra dans son bureau avec cette façon qu'elle avait de ne jamais sembler surprise, même quand elle l'était. Elle s'assit en face de lui sans attendre qu'il l'y invite, posa les mains à plat sur ses genoux, un geste qu'il reconnut comme celui de quelqu'un qui s'assure que ses mains sont visibles, stables, sous contrôle. « Je n'ai pas de procureur, dit-il d'entrée, pas de piège, je veux juste comprendre. » Il lui présenta ce qu'il avait trouvé, les incohérences, les rapports, le surnom, avec la même rigueur qu'il aurait mise à exposer un diagnostic difficile. Rachel écouta sans l'interrompre. Quand il eut terminé, il dit « Vous avez 2 options. Vous révélez vos qualifications réelles à la direction, on régularise votre statut, et vous continuez à travailler ici avec les responsabilités qui correspondent à ce que vous savez faire. Ou vous partez avant que la direction l'apprenne autrement, ce qui arrivera et bientôt. » Rachel regarda par la fenêtre un long moment. La question qu'il posait était simple en apparence et vertigineuse en réalité. Pas seulement une question d'emploi ou de papier. Une question bien plus ancienne, bien plus fondamentale, celle à laquelle 7 ans de fuite n'avaient pas répondu. Peut-on décider d'être quelqu'un d'autre quand le monde entier, les morts comme les vivants, s'obstine à se souvenir de qui vous étiez ? « Je vous réponds demain, dit-elle. Holt acquiesça. Il n'insista pas. Ce fut peut-être la première chose vraiment juste qu'il fit à son égard. La chapelle de l'hôpital était une pièce sans ambition particulière. Une dizaine de rangées de chaises, une fenêtre en verre colorée trop modeste pour prétendre au vitrail. Une lumière douce qui n'appartenait ni au jour ni à la nuit. Aucun signe religieux dominant n'y avait sa place pour ne froisser personne, ce qui lui donnait une neutralité presque abstraite, un espace entre les catégories, à l'écart du reste. Rachel y était revenue une seule fois depuis son arrivée à Clearwater, par curiosité, et n'y était pas retournée. Ce soir, elle poussa la porte sans vraiment décider de le faire, comme si ses pieds avaient pris la décision avant sa tête. Elle s'assit au dernier rang et ne pria pas. Elle n'avait jamais su comment faire, même avant, même quand certains hommes de l'unité se recueillaient brièvement avant les missions avec une aisance qu'elle avait toujours regardée de loin, un peu étrangère. Elle pensa à Derek, pas à sa mort. Elle avait pensé à sa mort pendant 7 ans. Elle connaissait chaque détail de ces quelques secondes avec la précision morbide d'un texte appris par contrainte. Elle pensa à lui vivant, au sourire trop large, à la photo dans le casque, à la façon qu'il avait de dire son nom. Rachel, 2 syllabes ordinaires qu'il prononçait comme si elles avaient du poids. Il lui avait dit une fois, quelque part entre Ramadi et Fallujah, que les gens comme elle ne devraient pas avoir le droit de douter d'elles-mêmes parce que ça gaspillait une ressource rare. Il avait dit ça en riant comme il disait tout, mais elle avait entendu le fond sérieux sous le rire. Elle avait passé 7 ans à douter, 7 ans à se punir d'une faute qui n'existait pas. Ce que Harrington lui avait dit dans le couloir, la décision de Derek, sa délibération préalable, le mot qu'il avait dit à Kowalski 3 semaines avant, cette vérité-là, continuait de travailler en elle comme un outil dans une plaie ancienne, douloureux non pas parce qu'il blesse, mais parce qu'il nettoie. La culpabilité ne disparaissait pas d'un coup, ce n'était pas son fonctionnement. Mais quelque chose s'était desserré, quelque chose d'architecturalement important. Et Rachel sentait que la structure qui avait tenu sa vie en place depuis 7 ans ne pouvait plus fonctionner de la même façon. Si la faute n'existait pas, la punition n'avait plus de sens. Et si la punition n'avait plus de sens, alors cette vie réduite, effacée, spartiate, cette vie construite comme une pénitence, ne servait plus rien ni personne. Surtout pas Derek, qui avait donné sa vie précisément pour qu'elle en ait une. Elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle avec discrétion. Léna s'assit à côté d'elle sans un mot, les mains jointes sur les genoux, les yeux droits devant. Elles restèrent silencieuses un moment, côte à côte, avec cette aisance que seules les vraies solitudes partagées peuvent créer entre 2 personnes. « Mon mari était militaire, dit Léna enfin. Marine. Il est rentré de Kandahar avec les jambes et sans le reste. Pas fou. C'est un mot trop simple, juste absent. Pendant 2 ans, j'ai fait comme si ça n'avait pas changé, comme si attendre suffisait.
Puis j'ai compris que j'attendais quelqu'un qui ne reviendrait peut-être jamais, et que moi j'étais encore là. J'ai pris un poste de nuit ici, j'ai recommencé. Elle marqua une pause. Ce n'est pas de la trahison. Continuer n'est pas trahir. Rachel la regarda. Léna ne cherchait pas de réponse. Elle offrait simplement ce qu'elle avait, cette vérité modeste et durement gagnée, sans enjolivement. « Il va mieux maintenant, ajouta Léna. Pas guéri. Mieux. On vit à 10 minutes l'un de l'autre et on dîne ensemble le jeudi. » La porte s'ouvrit une deuxième fois. Harrington se déplaçait avec une canne qu'il tenait manifestement pour la première fois, le bras gauche en écharpe, le visage encore marqué par les 2 nuits précédentes. Il portait une veste civile jetée sur la blouse d'hôpital, un compromis entre l'autorisation médicale de circuler et l'impossibilité physique de s'habiller complètement. Il s'avança jusqu'à Rachel, s'assit avec précaution dans la rangée devant elle, en se retournant pour lui faire face. « Transfert demain matin, dit-il. Bethesda. Rééducation, puis on verra. » Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste avec une lenteur que sa condition lui imposait, et en sortit quelque chose de petit, de métal qu'il posa dans la paume de Rachel sans cérémonie. Un insigne. Usé sur les bords, le métal terne par endroits, pas d'ancienneté négligée mais d'usage réel. Elle n'avait pas besoin de le lire pour savoir ce que c'était. Elle le reconnut au poids, à la forme, à cette façon qu'ont les objets chargés de mémoire d'être plus lourds que leur masse réelle. « Kowalski l'avait gardé, dit Harrington. Il me l'a donné quand j'ai commencé à te chercher. Il pensait que tu en aurais besoin un jour. » Rachel referma les doigts sur l'insigne. Elle resta ainsi un long moment, la main fermée, puis elle se leva. Holt était dans son bureau quand elle frappa. Pas à l'heure convenue du lendemain, mais ce soir, maintenant, parce qu'elle savait que si elle attendait jusqu'au matin, quelque chose en elle trouverait un argument pour reculer encore. « Je m'appelle Rachel Mercer, dit-elle en s'asseyant. Technicien médical de combat, spécialisation chirurgie d'urgence de terrain, unité d'appui médical avancé, Irak 2004 à 2012. J'ai quitté l'armée sans en informer personne qui m'aimait, et je me suis construite une vie plus petite que ce que je suis capable de faire parce que je croyais le mériter. » Holt posa son stylo. « Je ne le crois plus, dit Rachel. » Il y eut entre eux un silence différent de tous les précédents. Sans hostilité, sans calcul, avec simplement 2 personnes intelligentes qui se regardèrent pour la première fois sans défense ni stratégie. « Alors, dit Holt posément, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ?» 3 mois passèrent. Pas avec la lenteur des périodes difficiles, ni la rapidité des bonheurs, avec cette densité particulière des temps de transformation, quand chaque semaine dépose quelque chose de nouveau sur ce qui existait avant, couche par couche, sans qu'on s'en aperçoive vraiment jusqu'au jour où on se retourne et où le paysage a changé. Le badge de Rachel portait maintenant un titre différent. Consultante en médecine d'urgence traumatique. 8 mots qui avaient nécessité 3 réunions avec la direction, un dossier de régularisation que Holt avait porté lui-même avec une obstination tranquille et une conversation téléphonique avec le colonel Reeves dont Rachel était ressortie avec l'accord d'une collaboration ponctuelle à titre civil, sans réintégration, sans uniforme. Elle avait posé ses conditions avec clarté et elles avaient été acceptées. C'était déjà, en soi, une nouveauté. Son appartement avait changé aussi, modestement. Un cadre sur le mur, pas une photo personnelle, pas encore, mais une reproduction d'une carte ancienne de Portland qu'elle avait trouvée dans une brocante un samedi matin. Quelque chose qui disait « Quelqu'un vit ici, quelqu'un qui vient d'un endroit ». Claire vint un vendredi soir de novembre avec une bouteille de vin qu'elle avait choisie trop soigneusement. Ce genre d'effort visible qui trahit l'anxiété derrière le geste. Elles dînèrent dans l'appartement, assises aux 2 chaises dépareillées qui n'avaient jamais servi à 2 personnes simultanément. La conversation fut maladroite par endroits, silencieuse par d'autres, avec des débuts de phrases abandonnés et des sujets contournés que toutes 2 sentaient sans les nommer. Mais il y eut aussi un moment, vers la fin du repas, où Claire raconta une histoire ridicule sur leur père et le chat de la voisine, une histoire que Rachel connaissait et que Claire racontait toujours en déformant les détails, et Rachel la corrigea et Claire rit, et ce rire-là était exactement comme avant tout, avant l'armée, avant Derek, avant les années de silence. Ce rire traversa le temps en ligne droite et atterrit dans l'appartement spartiate avec une légèreté qui fit monter quelque chose dans la gorge de Rachel, qu'elle choisit de ne pas analyser. Elles se dirent en bonne nuit sur le palier avec une étreinte brève, un peu raide, sincère. C'était un début. Les débuts n'ont pas besoin d'être parfaits. La lettre d'Harrington arriva un mardi, enveloppe Kraft, écriture serrée et régulière d'un homme habitué à rédiger des rapports dans des conditions inconfortables.
Il écrivait depuis sa base, quelque part dont il ne précisait pas le nom. Son bras gauche fonctionnait, pas à 100%, il ne prétendrait pas, mais suffisamment. Il reprenait le service actif en janvier, dans un rôle de formation. Il avait pensé à elle lors de sa première session de rééducation, quand le kinésithérapeute lui avait dit que la technique utilisée lors de la décompression avait préservé l'intégrité nerveuse distale de façon inhabituellement complète. Il lui en était reconnaissant, à elle et à personne d'autre. Il espérait qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, ou plutôt ce qu'elle ne savait pas encore chercher. Il signait Harrington, sans prénom, sans formule, comme on signe un ordre de mission. Rachel lut la lettre 2 fois, la plia soigneusement et la rangea dans le tiroir de la table de nuit. Pas sous le lit avec les choses à emporter. Dans le tiroir, la nuance était entière. Ce soir-là, elle était dans la salle du personnel quand l'appel retentit. Accident de la route, multiples victimes, trauma thoracique confirmé sur au moins 2 patients, ETA 4 minutes. La voix du dispatcher égrena les données avec son calme de synthèse habituel, et dans la salle, quelqu'un se leva, puis 2 autres, le mouvement collectif de l'urgence se mettant en branle avec cette fluidité rodée des équipes entraînées. Rachel entendit l'appel. Elle s'arrêta une seconde, une seule, brève, le temps d'un battement de cœur, et quelque chose passa sur son visage que Lena, debout à l'autre bout de la pièce, vit et reconnut sans pouvoir tout à fait le nommer. Pas de l'hésitation, plutôt l'inverse. Le dernier instant avant que l'hésitation cesse définitivement d'exister. Elle se leva, prit son matériel, rejoignit le couloir. Les semelles ne claquaient pas. Elle marchait vite avec cette économie de mouvement que 7 ans de combat avaient engravé dans sa mémoire musculaire et que 3 mois à Clearwater n'avaient en fait que confirmer. Elle poussa le rideau de la baie de soins. La lumière était forte, blanche, précise. 2 brancards arrivaient simultanément. Les techniciens parlaient un de fort. L'interne cherchait ses gants. Rachel prit la situation d'un regard, une seconde, pas davantage, et se plaça là où il fallait être, les mains déjà en mouvement, la voix claire dans le bruit. Elle ne tremblait pas. Pour la première fois depuis 7 ans, elle n'avait nulle part ailleurs où être, nulle part où fuir, aucun autre nom sous lequel se cacher. Elle était Rachel Mercer, elle était fantôme, elle était les deux à la fois et entièrement, et c'était suffisant. C'était, enfin, exactement suffisant.